Je m'appelle Isabelle, j'ai 33 ans et je suis analyste financière, vivant à Paris. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de ma sœur, Mélissa. Il était court, viens dîner mardi soir. Je cuisine. Ne dis pas non. L'invitation semblait chaleureuse, mais je connaissais Mélissa. Elle ne me contactait jamais vraiment à moins d'avoir un motif caché. Quand je suis entrée dans la nouvelle maison de Mélissa, l'air sentait encore la peinture fraîche, et des lumières vives se reflétaient sur la fine poussière des rénovations inachevées. La table à manger était soigneusement mise, mais la nourriture était entièrement composée de plats à emporter d'un restaurant italien familier du centre-ville. Un seul coup d'œil m'a suffi pour le reconnaître. Mélissa m'a serré trop fort, le parfum capiteux et cher me suffoquant. À table se trouvait Étienne, son mari, un homme avec un demi-sourire suffisant qui semblait plus à l'aise dans une salle de réunion que lors d'un dîner de famille. « Isabelle, je suis si contente que tu sois venue. »« Ça fait trop longtemps », a dit Mélissa gentiment. J'ai forcé un sourire. C'était le mois dernier. Étienne n'a pas perdu de temps. Il a fait glisser une épaisse enveloppe Kraft sur la table vers moi, son ton confiant. Juste une petite formalité. Jette un coup d'œil. Je l'ai lentement rapprochée et ouverte. À l'intérieur se trouvait une épaisse pile de papier, bien trop nombreux pour être qualifiés de formalité. Des caractères gras ont attiré mon attention, prêt hypothécaire à taux variable, paiement forfaitaire, ainsi que des clauses de pénalité inhabituelles. Instantanément, j'ai su ce que j'avais devant les yeux. Ce n'était pas un service. C'était un piège. Qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé calmement, mes yeux ne quittant jamais les chiffres. Mélissa s'est penchée en avant, les yeux écarquillés d'un faux drame. Étienne et moi finalisons les papiers de la maison. La banque est difficile. Ils ont juste besoin d'une petite assurance supplémentaire. Si tu signes comme garant, tout sera réglé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Donc, si je signe, toute la dette me retombe dessus si vous deux ne pouvez pas payer. C'est ce que cela signifie, n'est-ce pas ? Étienne a lâché un rire sec. Isabelle, tu réfléchis trop. Nous avons tout sous contrôle. Juste une signature et la banque approuvera. Aucun risque pour toi. J'ai pris une profonde inspiration, gardant mon ton calme. Vous avez déjà été refusé une fois, n'est-ce pas ? Le visage de Mélissa s'est figé un instant avant qu'elle ne force un rire. Juste quelques petits problèmes. Les revenus d'Étienne en freelance ne semblent pas stables sur le papier. Tu sais comment sont les banques. Étienne s'est appuyé en arrière, sa voix dégoulinante de sarcasme. C'est pour ça que nous avons besoin de toi. Tu as toujours été la plus responsable de cette famille. N'est-ce pas là ton point fort ? Les mots m'ont serré la gorge comme un nœud coulant. Ce n'était pas un compliment. C'était un ordre déguisé. J'ai feuilleté d'autres pages, chaque clause criant le risque, des taux d'intérêt qui pouvaient monter en flèche, des pénalités de remboursement anticipé, une clause de paiement forfaitaire qui pousserait la dette à des niveaux écrasants en quelques années seulement. Si Mélissa et Étienne faisaient défaut, je me retrouverais à tout porter. Étienne, ce n'est pas anodin. Ces conditions sont dangereuses. Il a posé ses coudes sur la table, se penchant si près que je pouvais sentir l'alcool sur son haleine. Sa voix est devenue froide. Dangereux, c'est comme ça que les faibles le voient. Pour toi, Isabelle, c'est un coup de stylo. Alors nous gagnons tous. Mélissa est intervenue rapidement, son ton dégoulinant de fausse tendresse. Tu es ma seule sœur. Penses-tu vraiment qu'Étienne et moi te laisserions un jour te faire du mal ? C'est la famille. Un rire amer m'a échappé. La famille. Ils ont lancé ce mot comme un filet, mais je pouvais sentir le piège se refermer. J'ai reposé la pile, la poussant doucement vers eux. Je vais y réfléchir. Ce n'est pas une décision qu'on prend en un seul dîner. Les yeux d'Étienne se sont assombris tandis que Mélissa forçait un sourire doucereux. D'accord, mais ne traîne pas trop. La banque nous presse. Nous avons terminé le repas dans un silence suffocant. Je mâchais chaque bouchée de pâte sans rien goûter. Mon esprit tournait avec des chiffres, des clauses et le sourire prédateur d'Étienne. J'avais compris. Si je signais, je serais enchaîné à une dette qui n'était jamais la mienne.
Mais si je refusais, il me traiterait de traîtresse de la famille. Cette nuit-là, j'ai quitté la maison de Mélissa et Étienne avec un poids suffocant. Le lendemain matin, en sirotant un café dans mon petit appartement parisien, mon téléphone a sonné. Le nom de ma mère, Patricia, s'affichait à l'écran. J'ai hésité un instant avant de répondre. Isabelle, Mélissa m'a dit que tu n'avais toujours pas signé les papiers pour elle, a dit ma mère. Son ton était doux, mais en dessous se cachait un reproche. J'ai serré plus fort ma tasse. Maman, j'ai besoin de temps. Ces conditions sont extrêmement risquées. Je ne peux pas signer si vite. À l'autre bout, elle a soupiré. Tu es toujours trop prudente. C'est la famille, Isabelle. La famille s'entraide. Mélissa a besoin de cette maison pour construire sa stabilité. Comment peux-tu laisser tomber ta sœur? Avant que je puisse répondre, mon père, Richard, est intervenu. Il avait plus de 60 ans et parlait rarement directement, mais cette fois sa voix était froide. Tu as un emploi stable, de l'argent à la banque. Une signature ne te ruinera pas. Pourquoi es-tu si égoïste? Pendant un instant, j'ai gelé. Égoïste? Je ne veux juste pas porter une montagne de dettes s'ils ne peuvent pas payer. L'un de vous y a-t-il seulement pensé? Il y a eu un silence sur la ligne. Puis ma mère a repris, sa voix trompeusement douce. Ma chérie, Mélissa et Étienne commencent tout juste. Les faux pas sont normaux. Toi, en revanche, tu as déjà réussi, tu vis seule sans famille à charge. Ne peux-tu pas faire un petit sacrifice pour ta sœur? Les mots ont coupé comme une lame. Toute ma vie, j'avais entendu le même refrain, sacrifie-toi pour la famille. Mais à leurs yeux, la famille avait toujours signifié Mélissa. Ce soir-là, j'ai été traînée à dîner chez mes parents. Leur vieille maison à Courbevoie avec sa pelouse parfaitement entretenue m'avait toujours fait me sentir petite. Ce soir, elle me semblait encore plus pesante. Quand je suis entrée, Mélissa et Étienne étaient déjà assis, leurs expressions confiantes montrant qu'ils savaient qu'ils avaient le dessus. Le dîner a commencé sous un étrange prétexte de chaleur. Ma mère a versé du vin et a souri finement. Tu vois, Isabelle, nous voulons juste que tu comprennes, Mélissa. Mélissa est intervenue, son ton doux et suppliant. Je ne veux qu'un foyer. Étienne et moi avons tellement essayé, mais la banque est injuste. Avec ta signature, tout se passera bien. Juste cette fois, s'il te plaît. J'ai posé ma fourchette et les ai regardés droit dans les yeux. Mélissa, ce ne serait pas la dernière fois. Ce n'est que le début. Si je signe maintenant, chaque fois que vous aurez des problèmes, on s'attendra à ce que j'intervienne. Quand cela s'arrêterait-il? Le visage de Mélissa a vacillé un instant, puis elle a retrouvé son calme. Étienne a ricané. Écoutez-la. Elle agit comme si nous étions un fardeau. La vérité, Isabelle, c'est que tu cherches juste des excuses. Tu as peur de perdre ton salaire en toute sécurité. Mes mains se sont serrées sous la table, mais j'ai forcé ma voix à rester stable. C'est une responsabilité légale, pas un jeu. Si vous faites défaut, ma carrière sera détruite. Je ne le ferai pas, l'air est devenu dense. Ma mère a claqué son verre sur la table. Isabelle, comment oses-tu parler comme ça? Ta sœur a besoin d'un petit soutien et tu agis comme une étrangère. Tu me déçois. Mon père a hoché légèrement la tête en signe d'accord. Tu ne penses toujours qu'à toi. Regarde ta vie. Personne à tes côtés. Pas de mari, pas d'enfant. Tu devrais être reconnaissante. Au moins cette famille est là pour t'aider. Les mots ont frappé comme des marteaux. J'ai avalé difficilement, retenant le tremblement dans ma voix. Alors, si je ne signe pas, je ne suis plus votre fille? Mélissa s'est penchée en avant, sa voix mielleuse, mais teintée de malice. Sœur, ne sois pas dramatique. Je pensais juste que tu aimais suffisamment ta famille pour ne pas nous faire passer pour des incapables. Étienne a haussé les épaules, son ton menaçant. Tu signes et tout va bien. Tu ne signes pas? Alors n'espère pas avoir ta place dans cette famille. La pièce est devenue silencieuse, brisée seulement par le faible cliquetis des couverts. J'ai regardé chaque visage.
Mes parents mangeant comme si j'étais déjà condamnée. Mélissa faisant semblant d'essuyer des larmes inexistantes. Étienne souriant avec un défi ouvert. À ce moment-là, j'ai vu la vérité. Il ne voulait pas mon accord. Il voulait ma soumission. Et il ne s'arrêterait pas tant que je ne serais pas enchaînée à leur dette. J'ai pris une longue inspiration, me suis levée et j'ai parlé avec une fermeté calme. Si la famille signifie la coercition, alors peut-être que je dois repenser ce qu'est vraiment le mot famille. Les yeux de ma mère ont flamboyé. Isabelle, ne sois pas idiote. Mon cœur battait la chamade, mais mes pas étaient stables alors que je me détournais de la table. Leurs mots résonnaient encore dans ma tête. Égoïste, ingrate, indésirable. Je suis retournée à mon appartement parisien après ce dîner étouffant chez mes parents. La tête en vrac, leurs accusations résonnaient dans mon esprit. Égoïste, ingrate, pas de mari ni d'enfant, rien à perdre. Je me suis effondrée sur le canapé, me serrant la tête. À ce moment-là, je ne savais pas si j'étais plus en colère ou dévastée. Le lendemain matin, je me suis rendue dans un petit café près du centre-ville. C'était l'endroit où je rencontrais souvent Laura, ma meilleure amie depuis l'université. Elle avait 34 ans, infirmière en chef dans un grand hôpital. Laura était toujours directe, parfois même mordante. Mais je savais qu'elle ne m'avait jamais menti. Quand je suis entrée, elle était déjà là avec un latte devant elle, les yeux perçants alors qu'il parcourait mon visage. Tu as l'air d'avoir été écrasée par un camion, Isabelle. J'ai ri faiblement et me suis assise en face d'elle. Peut-être pire que ça. Arrête tes bêtises. Qu'est-ce qui s'est passé? Laura a tapoté ses doigts sur la table, me faisant signe de tout déballer. Je lui ai tout raconté. Le dîner chez Mélissa et Étienne, les épais papiers hypothécaires, la complicité silencieuse de mes parents et leurs cruelles accusations. Chaque mot me serrait la gorge, mais je me suis forcée à finir. Laura ne m'a pas interrompu une seule fois, mais son expression s'assombrissait de plus en plus à chaque détail. Quand j'ai eu terminé, elle a posé sa tasse, sa voix ferme. Isabelle, réveille-toi. Ils ne te voient pas comme de la famille. Tu n'es qu'un nom propre à exploiter pour eux, un garant, un dos pour porter leurs dettes. J'ai protesté faiblement. Laura, ce sont toujours ma famille. Maman a raison. Mélissa veut juste une maison stable. Moi. Je n'ai pas de famille à moi. Pas d'enfants à charge. Les yeux de Laura ont brillé, sa voix nette. Tu t'entends? Tu leur cherches des excuses. Isabelle, la famille ne signifie pas te jeter dans un fossé et te regarder te débattre. S'ils se souciaient vraiment de toi, ils te protégeraient, au lieu de te transformer en garantie pour leurs ambitions. J'ai avalé difficilement, secoué. Mais je ne veux pas les perdre. Si je refuse, ils me détesteront pour toujours. Laura s'est penchée plus près, son ton plus bas. Et qu'est-ce que tu penses avoir encore à perdre? Tu as déjà perdu leur respect il y a longtemps. Tout ce qu'ils veulent, c'est ta signature pour maintenir leur style de vie somptueux. Tu n'es rien de plus que leur bouclier. Le silence s'est étiré entre nous. Ces mots étaient des couteaux, coupant la vérité que j'essayais d'éviter. Laura a soupiré, s'adoucissant légèrement. Écoute, je sais que tu as toujours essayé de maintenir la paix. Tu t'es entraîné à prendre les coups pour que ta famille ne se dispute pas, mais pose-toi cette question. Que as-tu gagné? Le silence de ton père? La déception de ta mère? La fausse douceur de Mélissa? Des larmes ont brouillé ma vision et j'ai baissé la tête. Je ne veux juste pas être abandonnée. Laura a serré ma main fermement. Tu n'es pas abandonnée. Tu m'as moi. Tu as des amis. Tu as ta propre vie. Ne pense pas que sans eux tu n'as personne. La vérité est que tu es plus forte que tu ne le réalises. Nous sommes restés silencieux un moment. Dehors, les voitures roulaient lentement sous le ciel gris d'hiver. Je me suis souvenu du regard froid de ma mère, du sourire dédaigneux de mon père, des mots moqueurs d'Étienne. Ensemble, ils formaient un mur me poussant dehors. Laura a croisé les bras, sa voix lente et délibérée. Isabelle, écoute-moi attentivement. Si tu signes, ils n'arrêteront jamais. La maison aujourd'hui,
L'entreprise demain, peut-être même tes économies. Ils continueront à prendre. Mais si tu ne signes pas, au moins tu gardes ta liberté. Le choix t'appartient. Mais ne te leurre pas en pensant qu'ils te considèrent comme du sang. Ma poitrine s'est serrée. Si je refuse, ils ne me pardonneront jamais. Laura a ricané, son ton glacial. Te pardonner? Ils ne t'ont jamais pardonné, Isabelle. Ils font seulement semblant d'être gentils quand ils ont besoin de toi. Ne vois-tu pas? Chaque soi-disant aide à la famille s'est terminé avec toi payant le prix pendant qu'ils paradaient. Il est temps d'arrêter. Je suis restée silencieuse longtemps. La voix de ma mère résonnait. Tu n'as pas de famille à toi. Tu devrais te sacrifier pour Mélissa. Puis celle de mon père, tu es égoïste, tu ne penses toujours qu'à toi. Mais de l'autre côté de la table, les yeux stables de Laura traversaient le brouillard. Ces mots étaient indéniablement vrais. Même s'ils faisaient un mal de chien. Finalement, j'ai hoché la tête, ma voix. Peut-être que tu as raison. Ils ne veulent pas d'une sœur. Ils veulent un garant. Laura m'a serré l'épaule, son regard sévère mais plein de compassion. Exactement. Et tu dois décider si tu es toujours prête à être leur garantie. Je n'ai pas répondu, mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Le mur de mensonges sur lequel je m'étais appuyée s'est effondré, exposant la vérité brute. Je n'avais jamais été valorisée. En rentrant chez moi, je suis restée assise dans ma voiture longtemps avant de démarrer le moteur. L'avertissement de Laura résonnait toujours. Tu n'es pas leur famille. Tu n'es qu'un nom sur un document de prêt. Pour la première fois, un frisson m'a parcouru l'échine en réalisant qu'elle avait peut-être eu raison depuis le début. Ce week-end-là, j'ai reçu un SMS de ma mère. Dimanche, 18h. Dîner de famille. Sois à l'heure, Isabelle. Ce n'était pas une invitation. C'était un ordre. J'ai failli refuser, mais j'ai ensuite pensé que si je n'y allais pas, il l'utiliserait seulement comme une arme supplémentaire contre moi. Dimanche soir, je me suis rendue chez mes parents à Courbevoie. Une lumière jaune et chaude brillait depuis la fenêtre de la salle à manger, réconfortante pour les étrangers, mais pour moi, ce n'était que froid. À l'intérieur, les 4 étaient déjà assis. Mon père, Richard, silencieux en bout de table. Ma mère, Patricia, arborant un sourire forcé. Mélissa dans une robe rouge éclatante, délibérément éblouissante, et Étienne affalé avec une bière à la main, l'arrogance dégoulinant de sa posture. Ma mère a parlé la première. Isabelle, tu es là. Assieds-toi. Sa voix était douce, mais le poids derrière elle était indéniable. Le dîner a commencé par des bavardages creux. Mélissa a parlé avec effusion de nouveaux rideaux et de décorations intérieures. Étienne s'est vanté de ses soi-disant entreprises, qui n'étaient que des tas de dettes, je le savais. Mon père est resté silencieux, hochant occasionnellement la tête comme si tout allait parfaitement bien. Quand le plat principal a été servi, Étienne a claqué sa bière sur la table, le bruit sec me faisant sursauter. Il m'a regardé droit dans les yeux, sa voix lente et moqueuse. Isabelle, je ne comprends vraiment pas. Tu as un travail stable, des économies, tu vis seule dans ce petit appartement. Pas de mari, pas d'enfant à charge, et pourtant tu rechignes à une signature pour ta propre sœur. Mélissa a baissé le regard, feignant la honte, puis m'a lancé un regard comme si elle était une grande martyre. La mise en scène était évidente. J'ai inspiré profondément, puis j'ai dit fermement, ce n'est pas juste une signature. Si vous deux ne pouvez pas payer, je coule avec vous. Je ne peux pas faire ça. Étienne a éclaté d'un rire plein de mépris. Écoutez-la, elle se prend pour une experte bancaire. Tu n'es rien de plus qu'une employée de bureau qui fait des calculs. Qui penses-tu être pour nous critiquer? J'ai serré les poings sous la table, gardant mon calme. Je ne critique pas. Je me protège. Mélissa a levé le menton, sa voix mielleuse mais tranchante. Sœur Isabelle, pourquoi dis-tu cela? Nous sommes ta famille. Les familles se serrent les coudes quand les temps sont durs. Ou as-tu peur qu'Étienne et moi te volions la vedette? Je me suis tournée vers mes parents, espérant une quelconque défense. Mais mon père a gardé les yeux baissés, évitant les miens.
Ma mère n'a fait que secouer doucement la tête, murmurant, « Isabelle, tu rends les choses trop difficiles pour tout le monde. » Étienne a claqué la table à nouveau, assez fort pour faire teinter mon verre. « Tu es toujours comme ça, agissant comme si tu étais plus intelligente, meilleure que nous tous. Mais en réalité, tu es juste égoïste et avare. Tu n'as pas ta propre famille, alors tu ne comprendras jamais le sacrifice. » J'ai gelé. Les mots ont coupé comme des couteaux. Mélissa a essuyé de fausses larmes et s'est penchée contre l'épaule de ma mère. « Maman, je veux juste une maison pour construire mon avenir. Pourquoi me traite-t-elle comme ça ?» Ma mère a passé un bras autour de Mélissa, ses yeux brûlants de déception alors qu'elle me regardait. « Isabelle, ta sœur demande quelque chose de si petit. Comment peux-tu être si cruelle ?» J'ai balayé la pièce du regard. Mélissa jouant la victime. Étienne souriant de triomphe. Mes parents complices en silence. C'était une performance mise en scène et j'étais le méchant dont ils avaient besoin. Je me suis levée, ma voix tremblante mais claire. Si j'étais vraiment de la famille, vous ne me traiteriez pas comme ça. Ce n'est pas une demande. C'est de la coercition. Personne n'a répondu. Seul le cliquetis des couverts remplissait la pièce, comme s'ils attendaient que j'explose pour pouvoir me traiter de difficile. Étienne s'est appuyé en arrière, ricanant, sa voix basse et menaçante. « Crois-moi, Isabelle, tu signeras d'une manière ou d'une autre. » Un frisson m'a parcouru l'échine. À ce moment-là, j'ai réalisé que le dîner n'était pas une question de persuasion. C'était un avertissement. Ils avaient déjà décidé de faire de moi le sacrifice, que je sois d'accord ou non. J'ai pris une inspiration, j'ai attrapé mon sac. Merci pour le dîner. Je m'en vais. Étienne a reniflé. Mélissa s'est cachée derrière de fausses larmes. Mon père n'a pas levé les yeux. Et ma mère m'a appelé. Ne déchire pas cette famille, Isabelle. Je suis sortie, la poitrine lourde, mais la vision plus nette que jamais. Ils n'avaient pas besoin de moi. Ils avaient besoin de ma signature. Et si je ne faisais pas attention, ils me pousseraient au bord du gouffre. En rentrant chez moi, mes mains tremblaient sur le volant, mais mes yeux brûlaient de clarté. Je savais alors que la vraie bataille venait de commencer. 3 jours après ce dîner étouffant, j'étais en train de trier des dossiers au bureau quand mon téléphone a vibré. Un SMS de Mélissa, « Viens ce soir. Juste toi et moi. On doit mettre les choses au clair. » J'ai fixé l'écran. Après tout ce qui s'était passé, j'aurais dû l'ignorer. Mais une fragile lueur d'espoir a vacillé. Peut-être que sans Étienne ni mes parents, nous pourrions enfin parler comme des sœurs. J'ai tapé un mot en réponse. D'accord. Au moment où je suis arrivée dans leur nouveau quartier pavillonnaire, la nuit était tombée. Les rues étaient presque désertes, éclairées seulement par des lampadaires ambrés éparpillés. Leur maison à 2 étages brillait de 1000 feux, ostentatoire dans son étalage. Mon rythme cardiaque s'est accéléré alors que je montais sur le porche, à moitié anxieuse, à moitié sur mes gardes. La porte s'est ouverte. Non pas Mélissa, mais Étienne. Il bloquait l'entrée, canette de bière à la main, un sourire moqueur sur le visage. « Entre, Isabelle. Mélissa t'attend. » Je suis entrée dans le salon. Seule la lumière du plafonnier éclairait la table à manger. « Non, Mélissa », j'ai voulu demander, mais la porte s'est refermée derrière moi. Le bruit du verrou a résonné comme un coup de feu. « Où est Mélissa ?» ai-je demandé, en gardant ma voix stable. Étienne s'est rapproché, l'odeur de la bière lourde dans l'air. « Tu as toujours des questions. Ce soir, tu étais censé faire une chose. Signer. Cela aurait pu se terminer facilement. » J'ai reculé, cherchant une échappatoire. « Je te l'ai déjà dit. Je ne signe pas. Cette dette est la tienne, pas la mienne. » Son rire était creux, teinté de menace. « Tu te crois maligne, Isabelle ? Tu penses pouvoir monter la famille contre nous ? Laisse-moi te dire, tes parents, même Mélissa, ils sont tous avec moi. Tu es l'étrangère. » Avant que je puisse répondre, Étienne a bondi. Sa main s'est refermée sur mon épaule, me poussant violemment contre le comptoir de la cuisine. Une douleur aiguë m'a déchiré le bras, assez forte pour me faire crier.
Réveille-toi, Isabelle, a-t-il grogné, le visage rouge, l'haleine aigre d'alcool. Tu vas signer. Par choix ou par peur. Je me suis débattue, mais il était trop fort. Mon épaule semblait se déchirer. Et puis, du coin de l'œil, j'ai vu Mélissa. Elle se tenait dans l'embrasure de la cuisine, non pas paniquée, non pas horrifiée, juste calme. Mélissa, aide-moi, ai-je crié, désespérée qu'elle l'arrête. Elle s'est approchée, son parfum m'enveloppant comme du poison. Elle s'est penchée, ses lèvres près de mon oreille, son murmure coupant comme de la glace. Isabelle, tout ce que tu as à faire, c'est de signer. La douleur dans mon corps n'était rien comparée à ce moment, la trahison brûlant plus profondément que n'importe quel coup. Ma propre sœur, celle que je pensais pouvoir me sauver, se rangeait de son côté. La prise d'Étienne s'est resserrée. Les os de mon bras craquaient sous la pression. Tu réalises même que tu te bats contre toute ta famille? Seul, tu n'es rien. Du sang a rempli ma bouche alors que je serrais les dents, forçant les mots à travers mes mâchoires serrées. Tu ne signeras pas, son poing est arrivé si vite que je n'ai pas pu l'esquiver. Ma tête a basculé en arrière, du sang coulant sur mon menton alors que je m'écrasais sur le carrelage froid. Mélissa a reculé, non pas pour aider, mais pour éviter le rouge qui s'étendait. J'étais allongé là, le visage collé au sol, le souffle haletant au-dessus de moi. La voix de Mélissa a résonné, douce, répétée. Tu ne fais que te rendre la tâche plus difficile. Tout se termine une fois que tu coopères. J'avais envie de crier, maudit soit-il, mais ma gorge s'est nouée. La pièce tournait, les lumières se brouillaient au-dessus de moi. Étienne s'est penché, ses mots sifflant comme du venin. Et qu'est-ce que tes parents croiront si tu leur racontes? Ils te traiteront d'instable, de paranoïaque. Nous nous sommes déjà préparés à cela. La rage brûlait dans ma poitrine, mais ma vision se brouillait de larmes. Mélissa s'est retournée et s'est éloignée, ses talons claquant dans le couloir. Avant de partir, elle a jeté un dernier regard en arrière, ses yeux dépouillés de toute chaleur fraternelle. Tu n'as qu'à signer. Le son de ses talons s'est estompé, me laissant saigner sur le carrelage, consumé par la vérité brutale. Je n'avais jamais été de la famille pour eux. J'étais seulement un nom sur un document de prêt. Je me suis roulé sur le côté, la douleur déchirant mon épaule, mais je me suis forcé à me relever. Je ne pouvais pas céder. Pas ce soir. Jamais. La lumière du plafond se brouillait. Mon souffle était haletant. Du sang s'accumulait sous moi. Mais quelque part à l'intérieur, un feu s'est allumé, petit mais féroce. Une flamme de fureur, de défi, de survie. Je suis sorti en trébuchant de la maison de Mélissa et Étienne. Tout mon corps tremblait. Chaque mouvement de mon épaule gauche était comme des aiguilles qui s'enfonçaient profondément. Mon visage brûlait, le sang coulait toujours de ma lèvre. Serrant mon côté de ma main droite, j'ai failli m'effondrer sur les marches, mais une pensée m'a maintenu debout, je devais aller chez mes parents. Ils ne m'abandonneraient pas. Je me suis traîné dans ma voiture, le moteur gémissant en démarrant. Les 15 minutes de trajet m'ont semblé une éternité. La nuit d'hiver à Courbevoie était glaciale, le vent s'engouffrant par la fenêtre fissurée et me faisant frissonner de manière incontrôlable. J'ai serré les dents, murmurant encore et encore en conduisant à travers le brouillard, maman et papa vont m'aider. Ils doivent le faire. Quand je me suis arrêté devant leur vieille maison en bois, des larmes de soulagement ont inondé mes yeux. Les lumières du salon étaient allumées, des ombres de 2 silhouettes vacillaient derrière le rideau. Je me suis traîné jusqu'aux marches du porche, mon épaule me lançant si fort que je devais m'appuyer contre la balustrade pour rester debout. J'ai frappé. Maman, papa, c'est moi, Isabelle. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Ma voix était brisée par des respirations saccadées. J'ai entendu du mouvement. J'ai pressé mon oreille contre le bois glacé, puis la voix de ma mère, Patricia, a murmuré, « Richard, n'ouvre pas, laisse-la partir. » Mon cœur s'est serré. J'ai frappé plus fort, en sanglotant. « Maman, je suis blessée. S'il vous plaît, ouvrez la porte. J'ai tellement mal. Papa, je vous en supplie.
La lumière du salon est restée allumée. La silhouette de mon père, Richard, est apparue derrière le rideau. Il est resté là quelques secondes, puis a lentement reculé, disparaissant dans la maison. J'ai hurlé, ma voix se brisant, « Je suis Isabelle, votre fille. J'ai besoin d'aide. » Mon poing a martelé la porte. Chaque coup envoyant des vagues d'agonie à travers mon épaule, brouillant ma vision. Alors, je n'ai pas arrêté. Silence, pas de verrou qui tourne, seulement le vent sifflant à travers les arbres. Je me suis glissée contre la porte froide, tremblante. Des larmes mêlées de sang coulaient sur le paillasson, brodé en lettres grasses, la famille d'abord. Un rire amer a brisé mes sanglots. La famille d'abord. Quelle famille? J'ai levé les yeux vers la fenêtre, la vision floue. Pendant un instant fugace, j'ai vu ma mère tirer le rideau. Puis la lumière s'est éteinte. Il m'effaçait, me rendant invisible. Je suis restée assise là, serrant mon corps meurtri, pleurant dans le noir. Chaque seconde qui passait brisait une autre partie de ma confiance en eux. Le lien de parenté auquel je m'étais accrochée n'était qu'une mince coquille arrachée au moment où j'avais refusé d'obéir. La nuit glaciale s'est infiltrée dans mes os. Je me suis recroquevillée, les genoux contre la poitrine, la tête reposant contre la porte. La douleur physique était insupportable, mais plus profonde encore était l'agonie d'être rejetée par mon propre sang. J'avais envie de crier, de défoncer la porte jusqu'à ce qu'il me regarde. Mais ma force s'est épuisée, ma main tremblante trop faible pour frapper davantage. Seuls mes souffles haletants et mes sanglots étouffés sont restés. J'ai murmuré dans le vide, « Maman, papa, s'il vous plaît. » Mais la seule réponse a été le silence épais de la nuit. Le temps s'est brouillé. 10 minutes, 1 heure, je ne pouvais pas dire. Mes paupières sont devenues lourdes, et finalement, je me suis effondrée sur le paillasson gelé. Dans un état second, j'ai entendu une voix surprise. « Oh mon Dieu, ça va ?» Forçant mes yeux à s'ouvrir, j'ai vu une femme d'âge moyen. Ma voisine, quelqu'un que je n'avais salué que quelques fois. Elle a rapidement sorti son téléphone, composant le numéro d'urgence. « Reste éveillée, ma chérie. Ne ferme pas les yeux. L'ambulance arrive. » Des larmes ont coulé à nouveau, non pas de douleur, mais de la cruelle vérité. Une étrangère m'a tendu la main tandis que mes propres parents m'avaient enfermé dehors. Des sirènes ont hurlé plus près, des lumières rouges et bleues clignotant dans la rue tranquille. Les secouristes m'ont soulevé sur une civière, m'enveloppant dans une couverture de sauvetage. L'un d'eux s'est penché, la voix stable. « Vous êtes en sécurité maintenant. » J'ai tourné la tête vers la maison. L'obscurité l'a englouti. Je savais qu'ils étaient à l'intérieur, faisant semblant de ne pas entendre, de ne pas voir. Mes lèvres ont tremblé alors que j'avalais mes larmes. Cette nuit-là, sur la civière d'une ambulance, j'ai compris que j'avais perdu mes parents. Non pas parce qu'ils étaient morts, mais parce qu'ils avaient choisi de m'abandonner quand j'avais le plus besoin d'eux. Et au moment où cette porte est restée fermée, j'ai su que je ne frapperais plus jamais. Le lendemain matin, je me suis réveillée à l'hôpital, le bras gauche dans une écharpe, le visage si enflé et contusionné que je reconnaissais à peine mon propre reflet. Le médecin a dit que mon épaule était gravement disloquée, ma pommette fracturée, et que j'avais besoin de plusieurs semaines de repos. Pourtant, aucune de ces douleurs physiques n'était comparable à l'agonie dans ma poitrine. L'image de mes propres parents me laissant dehors dans le froid. Quand l'infirmière est partie, j'ai attrapé mon téléphone. Les notifications ont inondé l'écran. Je les ai ouvertes et j'ai eu un haut le cœur. Une vidéo se répandait sur le groupe Facebook du quartier que ma mère fréquentait. On m'y voyait sur le sol de la cuisine de Mélissa, ensanglantée et criant, mais la séquence avait été coupée et déformée, la faisant passer pour une crise de folie où je m'étais blessée moi-même. La légende de Mélissa disait, « S'il vous plaît, priez pour ma sœur Isabelle. Elle a eu un grave épisode psychologique. Notre famille l'aime, mais elle a besoin d'aide, pas de jugement. » J'ai figé. La vérité effacée, remplacée par un mensonge grotesque. Nulle part dans ce clip n'y avait le point d'Étienne. Nulle part Mélissa ne me murmurait de signer. Juste moi, battue et désespérée, présentée comme instable. Puis est venu le message public de ma mère Patricia.
Nous avons le cœur brisé que notre fille aînée soit aux prises avec des problèmes de santé mentale. Mais nous sommes fiers que Mélissa et Étienne soient restés calmes et aient pris soin d'elle. Que Dieu accorde la force à notre famille. Mes mains tremblaient en lisant. Il m'avait transformé en lunatique tandis que Mélissa et Étienne étaient des saints. Les commentaires affluaient en dessous, pauvre Mélissa. Isabelle a besoin d'un traitement. Quelle famille patiente. Ma vision s'est brouillée. J'ai lancé le téléphone sur le lit, mon corps tremblant de rage. Avant que je puisse me ressaisir, la porte s'est ouverte. Laura est entrée. Un sac de café en papier à la main, les yeux flamboyants de colère et d'inquiétude. Isabelle, tu l'as vu, n'est-ce pas? J'ai hoché faiblement la tête. Ils m'ont fait passer pour folle. Laura a posé le sac et a sorti son téléphone. Elle a rejoué le clip. Tu vois ça? Les coupes sont évidentes. Mais les gens ne se soucient pas de la vérité. Ils croient le spectacle. Et ta famille l'exploite. Des larmes coulaient sur mon visage. Je ne comprends pas. Pourquoi maman ferait-elle ça? Elle sait que j'ai été agressée. Laura m'a coupé, son ton sec. Parce que tu n'as jamais été une fille à aimer pour eux. Tu étais un bouclier. Et maintenant que ce bouclier s'est défendu, ils vont te salir pour se couvrir. Ils ont besoin de Mélissa comme victime. Alors tu es peinte comme instable. C'est comme ça qu'ils gardent le contrôle. J'ai enfoui mon visage dans mes mains, mon corps tremblant. Le silence de mon père, le rideau de ma mère se refermant, leur voix se rangeant du côté de Mélissa. Tout cela se rejouait dans mon esprit. Il n'y avait plus rien à quoi se raccrocher. Laura s'est assise à côté de moi, me serrant la main. Isabelle, tu ne peux plus rester silencieuse. Tu as des dossiers hospitaliers. Tu as des blessures. Tu as des preuves. Si tu laisses passer ça, ils t'enterreront sous leurs mensonges. Tu dois te battre. J'ai secoué faiblement la tête. Qui me croirait quand même mes parents ne le font pas? Quand tout le monde pense que je suis folle? Laura a serré plus fort, ses yeux féroces. Je te crois et tu n'es pas seule. N'oublie pas, tu as encore des preuves que tu n'as pas utilisées. Souviens-toi, la vérité n'a besoin que d'une fissure pour briller. Je l'ai regardée, la peur luttant avec la plus faible étincelle d'espoir. Cette nuit-là, quand l'hôpital s'est tu, j'ai rouvert mon téléphone. Des dizaines de messages affluaient. Des parents, de vieux amis, même des connaissances éloignées, tous sur le même ton, pitié pour Mélissa, conseil pour moi de chercher un traitement. Chaque mot me brisait davantage. Mais ensuite, j'ai vu un message de la voisine qui avait appelé le 112. J'ai tout vu. Je vous ai entendu supplier sur le porche. Je témoignerai, Isabelle. Vous n'êtes pas folle. Ne les laissez pas effacer la vérité. J'ai éclaté en sanglots. Pour la première fois depuis des jours, je ne me sentais pas complètement seule. Et à ce moment-là, j'ai su que si je voulais la justice, je devais transformer ma douleur en arme. J'ai quitté l'hôpital après 4 jours de traitement. Mes yeux étaient encore au beurre noir et mes bras dans une écharpe. Chaque pas que je faisais me rappelait la ligne que j'avais été forcée de franchir. Mais au lieu de me briser, la douleur m'a poussée à une décision. Je ne les laisserai plus jamais enterrer la vérité. Laura est venue me chercher et m'a ramenée chez moi. Dès que la porte s'est refermée derrière nous, elle a posé un ordinateur portable sur la table. Isabelle, nous commençons ici. Ne les laissons plus raconter l'histoire à leur manière. Je me suis assise, j'ai créé un nouveau dossier et je l'ai nommé « Preuve ». Mon cœur battait la chamade alors que le mot apparaissait à l'écran. C'était un petit pas, mais décisif. Laura a sorti un dossier. Ce sont tes dossiers médicaux. Le médecin a confirmé que tes blessures n'auraient pas pu être auto-infligées. Et voici les photos que j'ai prises quand je t'ai vue pour la première fois. J'ai regardé les images de mon visage enflé et ensanglanté. Mon estomac s'est tordu, mais c'étaient des preuves indéniables. Nous avons tout rassemblé. Des captures d'écran des publications Facebook de Mélissa. Les paroles hypocrites de ma mère, le message de la voisine qui m'a vu supplier de l'aide.
Laura a également contacté l'avocate Sandra Miller, une femme coriace et expérimentée, connue pour traiter les cas de violence domestique. Quand nous nous sommes rencontrés, Sandra n'a pas mâché ses mots. Isabelle. Ils ont mis en scène un spectacle, mais la loi suit les preuves. Si vous êtes prête, je mettrai cela en lumière. J'ai hoché la tête. Je suis prête. 2 semaines plus tard, l'audience a commencé. Le tribunal de Paris était froid et sévère. Des rangées de bancs en bois alignés en ordre. Je me suis assise à côté de Sandra, serrant mon dossier, les nerfs tendus comme des fils. De l'autre côté de l'allée, Mélissa portait une robe blanche impeccable, feignant l'image d'une sœur douce. Étienne était assis, raide dans un costume bleu marine, exsudant une fausse confiance. Derrière eux, mes parents, Patricia et Richard, me regardaient avec un dédain glacial. Leur avocat s'est levé le premier. Votre honneur, Isabelle Hartmann a des antécédents d'instabilité, provoquant souvent des conflits. Cette nuit-là, elle s'est blessée dans une crise d'hystérie. Mes clients, Mélissa et Étienne, ont seulement essayé de la maîtriser. C'est une tragédie familiale, pas une agression. L'écran s'est allumé avec la vidéo retouchée, moi me tordant sur le sol de la cuisine. Des murmures ont rempli la salle d'audience. Mélissa a essuyé ses yeux de manière théâtrale. Patricia a hoché la tête, ses lèvres tremblantes comme une mère pleurant son enfant en difficulté. Ma poitrine s'est serrée, mais Sandra s'est levée, sa voix ferme. Votre honneur, ce que vous venez de voir est une fabrication. Voici la vérité. Elle a présenté mon rapport médical, soulignant la ligne en gras, fracture de la pommette et luxation de l'épaule causée par un traumatisme contondant externe, non auto-infligé. Elle a levé les yeux. Les médecins l'ont confirmé. Et voici des photographies prises lors de l'admission. Mon visage meurtri a rempli l'écran. La salle d'audience est devenue silencieuse. Sandra a continué, et elle a alors affiché un message de Mélissa. Tu n'as qu'à signer. Une vague de soupirs a parcouru la pièce. Le visage de Mélissa s'est vidé de couleur. Étienne a serré la mâchoire. Enfin, Sandra a diffusé des images de vidéosurveillance de la caméra du voisin. La vidéo montrait Étienne sortant par la porte arrière, la bière toujours à la main, tandis que mon corps gisait immobile sur le sol de la cuisine. Mes faibles gémissements résonnaient dans la nuit. Sandra s'est tournée vers le juge. C'est la réalité qu'ils ont essayé d'effacer. Ce n'était pas une crise. C'était une agression. La pièce était figée. Le marteau du juge a frappé, sa voix ferme. Après examen des preuves, ce tribunal rejette toutes les accusations contre Isabelle Hartmann. De plus, la conduite d'Étienne et Mélissa Price sera renvoyée au procureur pour examen criminel. Cette audience est ajournée. Je suis restée stupéfaite un instant avant que des larmes ne me montent aux yeux. Sandra a posé une main sur mon épaule en souriant. Tu as réussi. Je me suis tournée vers les bancs. Patricia a détourné le regard. Richard est resté figé comme une pierre. La tête de Mélissa était baissée. Étienne a claqué sa main contre son siège de fureur. Mais je ne ressentais plus de douleur, seulement du soulagement. Ce jour-là, en sortant du tribunal avec Laura et Sandra à mes côtés, j'ai réalisé que j'avais trouvé une nouvelle famille. Non pas liée par le sang, mais par la loyauté et la vérité. Ce soir-là, de retour dans mon petit appartement, je leur ai ouvert la porte. Ils avaient apporté des plats à emporter. Nous nous sommes assis autour de ma table usée, riant, mangeant comme une vraie famille. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais entière. J'ai levé mon verre d'eau, ma voix douce mais résolue. La famille n'est pas le sang. La famille, c'est ceux qui ne te quittent pas quand tu tombes. Laura a trinqué avec moi, ses yeux brillants. Sandra a hoché la tête fermement. À ce moment-là, j'ai su que les chaînes s'étaient brisées et que mon voyage vers la liberté ne faisait que commencer. L'histoire d'Isabelle reflète une réalité douloureuse, malheureusement trop courante. Beaucoup sont exploités, calomniés et abandonnés par leur propre famille dès qu'ils refusent d'obéir. Pourtant, son parcours prouve que si la vérité peut être déformée, elle ne peut être effacée. En se levant,
En recueillant des preuves et en affrontant la justice, Isabelle non seulement s'est libérée du contrôle, mais a également trouvé une nouvelle famille. Des personnes qui l'ont choisie par amour sincère. Dans la vie réelle, le message est clair. La vraie famille n'est pas définie par le sang, mais par le respect et une attention sincère. Que pensez-vous du parcours d'Isabelle et de son courage à échapper à l'exploitation de sa famille? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour des histoires familiales plus puissantes et émouvantes.